À ce moment-là, on sait déjà que les Américains sont très forts. Ça, c'était... Moi, quand on m'a dit, ouais, il y a Rambo qui arrive, je dis, Rambo, il va venir jouer une LAN à côté de Paris, là. Ouais, je dis, C'était le match de la tension le dimanche matin, le dimanche début d'après-midi, ça devait être entre les deux. Celui qui perd est éliminé. Et là, toute la salle qui explose. En plus, c'était mythique ce qui s'était passé parce que dans les cartes, c'était hyper serré. Il y avait des choses de dingue qui s'étaient passées. Non, c'était trop fort. C'était trop fort. Je me rappelle encore de la vidéo où genre à la fin sur le HP Raid, genre quand il y a le dernier kill qui est fait pour permettre à Epsilon de gagner, toute la salle explose, Marat il fonce sur Samir, les deux ça trash talk dans tous les sens et tout. Oh. Non, c'était trop fort. On gagne cette LAN et ça c'était vraiment des sensations incroyables. C'était tellement une nouveauté. On était en fou sur les LAN que pouvait faire Gotha, Brox, le trash talk de Brox quand il se met debout, il fait let's go. Et les mecs en face sont comme ça, ils ont perdu et juste c'est incroyable. Le voir en direct, c'est vraiment un autre monde. J'étais juste derrière Gotha, il y avait Lohan en face, et là quand je parlais tout à l'heure de Trash Talk, c'était électrique. on est les meilleurs, bande de putains. Reviens-moi encore, reviens-moi. Il y a beaucoup de gens qui me voyaient, moi, comme un méchant, qui voyaient Brox comme un méchant. Et la vérité, c'est que même en face-à-face, il n'y a jamais eu vraiment d'insultes méchantes. Il y a des mecs quand j'ai insulté méchamment, mais les mecs qu'on connaissait depuis Code 4, quand on s'est insulté, à la fin, on va serrer la main, bien joué. Sur les images de Cologne, on peut me voir, je prends Gotha dans mes bras, je dis qu'ils méritent, ils ont bien joué. Ouais, même si juste avant, quand je gagne la map 1, il faut que j'essaye de les mettre au fond. Et les gens vont dire, ah, t'as crié, mais t'as perdu. Oui, mais c'est sûr que si tu cries qu'à la fin, c'est facile. Voilà, ça... C'était exceptionnel. Moi, ça m'a insufflé un truc de purée, ils font de leur vie un truc tellement stylé et tellement cool. Alors que jusqu'à maintenant, on nous avait rabâché Fera rien de ta vie avec les jeux vidéo. Et là, ils ouvrent une branche qui est en fait si nouvelle, si fraîche et tout, c'est trop stylé. En plus, il y avait déjà des mecs comme Brooks, grand noir, musclé, beau gosse, s'habille bien, joue aux jeux vidéo. T'es en mode, gars est parfait, il trash talk des mecs qui sont à moins de 2 mètres de lui. T'es en mode, mais c'est incroyable. Et Gotha, à l'inverse, trop fort sur les jeux vidéo, mais force tranquille, trash talk à peine. De temps en temps, il lâche une petite phrase, mais globalement, c'est détruire les adversaires et Brooks trash talk pour lui. C'est juste incroyable, c'était parfait. Moi, j'adore. Franchement, ils ont été une source d'inspiration de fou. Mais c'était une bonne époque. Jordi, gros joueur. Mais il n'y a pas eu de lumière, quoi. Voilà, si je me revois à Réflex GT, on allait jouer la finale contre Tomé. Moi, je vais dehors, stressé un peu. Je rentre dedans, je le vois dans l'espace fumoir, vodka Red Bull, énorme. Je dis quoi? Je me dis c'est pas possible. Je dis Jordi, tu fais quoi? Il me dit je me prépare. Ok. Je dis mais il me dit t'inquiète, je les ai. Il les a en. Je dis ok. C'était irréel quoi, irréel. Bon, il y a des mecs qui ont essayé de faire la même chose, ça s'est moins bien passé, mais. À cette époque, il y avait eu du coup le passage Millennium qui avait laissé une grosse blessure. Je me rappelle parce que le passage Millennium s'était fini en flop au Call of Duty Championship. Avec l'équipe qui avait complètement implosé. Les égos, les embrouilles, etc. C'était profondément décevant parce que t'avais vraiment un quatuor d'un niveau sur le papier qui avait tout ce qu'il fallait pour être top 3 en Europe et qui constamment sous-performait, se faisait battre par des équipes. Jamais il devait perdre, jamais. D'où Gotaga, Brox, Carnage, Diablo, ça perd contre Killerfish. Après cette désillusion, le duo Gotha et Brox change d'approche. Ils décident de reformer une équipe avec d'anciens teammates. Thomas, Azox, Agony, et il avait gardé Brox. Le tout sous un tout nouveau tag, pas encore présent sur la scène console. AAA. Et donc du coup, c'était une équipe qui avait une vibe beaucoup plus positive. Et après, effectivement, arrive Team Vitality. Je pense qu'à ce moment-là, Gotha, il se dit Millennium, est-ce qu'il y en a vraiment besoin? Est-ce qu'on peut peut-être pas créer un truc à nous? Créer un truc qui nous ressemble plus? Bon, aujourd'hui, peut-être moins, mais... À cette période-là, Gotha, il avait une grosse force, parce que déjà, compétitivement, c'était un des meilleurs joueurs. Mais en plus de ça, il amenait une visibilité, et ça, pour les équipes, c'était super important. Quand on jouait avec Gotha, on était sûr de pouvoir faire que ça. Et ça, c'était notre but à tous. Et à ce moment-là, Vitality, c'était stylé. On était curieux en mode, Gotha, il a ça. Structure son équipe, sa structure qui va avec. Ok. On a l'annonce aussi de la Paris Games Week qui arrive avec le SWC, un tournoi qui est légendaire. Je me rappelle encore de tous les jeux PC, notamment par exemple Counter-Strike, toute la scène Counter-Strike qui disait ouais, bon, Call of Duty pour le SWC. Vite fait, et au final c'était la scène la plus grosse de la Paris Games Week avec le SWC. J'ai jamais vu autant de monde regarder un tournoi, en tout cas à cette époque là c'était fou quoi. Là il y a du public qui nous acclame, on doit se faire escorter juste pour aller aux toilettes, enfin, c'était vraiment quelque chose de
vraiment tout nouveau pour nous. On voit tout ce qui se passe, ça nous marque, mais il y a quand même le jeu, on a quand même une certaine pression, parce qu'on va jouer sur scène, les gens ils s'attendent à ce qu'on fasse un bon résultat. Ces images que vous venez de voir, on les connaît tous. Pour vous, c'est sans doute le prime de Vita. La réalité, c'est que le tournoi français pour être sacré champion de France se déroule à la perfection. Mais les ambitions sont ailleurs. Et quand vient l'heure de se confronter aux meilleures équipes du monde, on finit toujours par retomber sur ces vieux démons. Et surtout qu'il y avait une pression qui était énorme, il y avait beaucoup de rivalité entre les équipes françaises notamment. C'est un match très important, mais malheureusement on perd. Et ça a un gros impact en fait sur notre équipe. Il a essayé de gagner avec les Français. Gotha, vraiment, il faut saluer son envie d'essayer de gagner avec des Français. Parce que Gotha, il avait le niveau pour aller avec les meilleurs Anglais sans aucun problème, et c'est ce qu'il a refait en 2015. Et quand Gotha, en 2015, il retourne avec des Anglais, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il gagne. Parce que c'est ce que Gotha, il sait faire. Du côté Millennium, la balle qui va peut-être être récupérée, peut-être pas. C'est paradoxal quand même, parce que Gotha, c'est un mec qui est un peu renfermé quand tu le connais pas trop, peut même avoir un espèce des fois de cynisme, sarcasme qui peut refroidir, tu vois, quand tu le connais pas. Au-delà de la personnalité qui s'ouvre quand tu le connais, qui est chaleureux, c'est un mec drôle, c'est un mec gentil, etc. Vraiment, c'est une perle ce gars. Les actions parlent plus. Le tryhard, d'accord, mais pas au-dessus de la valeur, ou en tout cas de la volonté de gagner avec des amis, tu vois. Les joueurs des Vitality sont donc champions de France. Un maximum de points pour le champion de France, oui. Du coup, sur YouTube, quand je découvre tous ces mecs-là, c'est des exemples. Là, je suis un enfant, je suis ces personnes-là presque à la lettre dans leur manière de parler, les codes des vidéos, la petite intro, le gameplay. Et en fait, quand les vidéos vont évoluer, par exemple, le gaming va se mêler à d'autres choses. Moi, et je sais que d'autres collègues aujourd'hui, youtubeurs, on a suivi un petit peu leur manière de faire. On était, on va dire, assez libre. On avait du temps et du coup je pense que des moments on a tendance peut-être un peu à idéaliser certains Call of Duty et je pense que c'était plus la vie qu'on menait à cette époque qui fait qu'on adorait ces Call of Duty. Ouais, je pense que cette période a aussi beaucoup sensibilisé les gens au fait que tu peux jouer à des jeux vidéo et ne pas te sentir seul parce que tu sais, il y a vraiment cette image du gamer un peu seul devant son écran. Je sais à travers mon expérience qu'il y a des mecs que j'ai marqués parce que c'était des périodes de vie qui étaient compliquées et qui ça leur permettait de s'échapper de ces moments durs. Je suis très content d'avoir pu à un moment ou à un autre faire partie de leur vie et que 10, 12, 15 ans après ils s'en souviennent encore. Et j'ai toujours été fier de me dire que c'est un peu du donnant-donnant. Je me suis toujours adressé aux gens et j'ai toujours créé du contenu en me disant que c'était comme des potes à côté de moi sur le canapé, qu'on était en train de jouer à un truc. Et du coup, je le vois à travers les gens que j'ai attirés et quand les gens viennent me parler, etc., je le sens, c'est très bienveillant et je les en remercie. Je pense que ce qui fait que la période de 2010 à 2013 était la plus marquante, c'est parce que c'était simple. On allumait une caméra, on était dans notre chambre, on jouait, tout le monde pouvait s'identifier et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui c'est une si belle période, je pense, selon moi. Franchement, je te le dis, Call of Duty Black Ops 2, il fallait être là. Ce jeu était phénoménal. Parce qu'il alliait tout, la création de contenu, le grand public, la compète, c'est là où ça a été mixé. Sur le V2, il était venu à des lames. Il était pas le cas sur le jeu d'avant. Mais sur Black Ops 2, il était venu. Squeezie était venu. Wartek à la Skyline avec l'e-sniping. Putain, la Skyline. Waouh. Comment je me suis retrouvé là-bas? C'est une bonne question. Mais je sais même pas comment. C'est ouf, ça veut dire que j'ai vu Gotha et Brooks avant de les connaître en fait. Je les ai vus là-bas. Mais vous connaissez, la vie c'est des cycles, et Call of n'a pas dérogé à cette règle. Tout se mélangeait et a vraiment atteint le prime de Call of Duty avant que, comme beaucoup de fois sur Call of Duty, un jeu vienne balayer tout ça. L'horrible Call of Duty Ghost. Qu'est-ce qui a fait que je suis pas resté que sur COD? Bah je pense que j'ai fait une petite overdose, comme tout le monde, vu que quand c'est le seul jeu auquel tu joues pendant des années, au bout d'un moment t'as envie d'explorer autre chose. À côté, je m'essaye à d'autres licences. Je fais une sorte d'overdose de gameplay. Et ouais, ça s'est fait un peu naturellement. Je saurais pas dire ce qui a causé ça. Je pense que c'est un peu aussi le sentiment de lassitude, tu vois. Envers les jeux, c'était un peu toujours pareil. Pour moi, à partir de BO2, il y en a qui ont kiffé BO3 à sa sortie et tout. Mais pour moi, le dernier meilleur Black Ops et tout, c'était BO2. Il y a vraiment eu une croisée de chemin alors, parce que si je me souviens bien, Modern Warfare 3, c'est la vidéo coup de gueule. Salut à tous et à toutes, c'est Diablo X9. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très particulière sur Modern Warfare 3. Alors vous allez certainement le sentir à ma voix, etc. Mais j'ai les nerfs qui sont un petit peu tendus, on va dire. Le pire c'est que tu vois, je revois maintenant et je me dis mais en fait j'en avais juste marre. Faut croire que j'ai eu le nez fin parce qu'après Modern Warfare 3 c'était Black Ops 2 et puis après c'est parti en cacahuète. Ghost, bon, hein. On va s'arrêter là, je crois. Tu t'es arrêté là. Je m'arrête là.
Je ne céderai jamais à la nostalgie de faire genre que non, c'était pas si mal, il était horrible. Le mode League était inexistant et absolument horrible. Il était moins suivi. De toute façon, à la fin, il n'y a pas besoin de tortiller. Hein. Genre, franchement, c'est le jeu qui est venu mettre un coup d'arrêt à cette golden période de 4 ans qui était fabuleuse. 4 bangers, les 4 étaient phénoménaux. Donc Black Ops 2, je me tue au jeu. Ghost sort. Je pense comme tout le monde, je me prends la clim, je me prends pas le jeu, alors que jusqu'à maintenant, on s'était jamais posé la question de est-ce que le prochain Call of Duty allait être nul, est-ce qu'il allait me plaire ou autre. Non, juste on était un peu pressé d'avoir la nouveauté ou quoi, et là on se prend Ghost et on est un peu en mode ah le gars a un chien qui le suit en permanence derrière lui. Là. Ok. Ah les maps elles sont nulles à chier. Putain, c'est vrai, c'était comme une trahison. Non mais c'est vrai. Je suis pas sûr que le jeu soit si mauvais que ça. La communauté avait quand même déjà beaucoup de choses à dire sur MW3 et BO2 quand même. MW3 ça devenait trop kids friendly, trop facile. Et je crois que Ghost ouais ça casse le truc. Et ouais je pense que je lâche Call of à ce moment-là. Et moi le déclin, je le ressens un petit peu différemment de tout le monde, c'est que BO2 ça a été le top pour tout le monde. Mais après n'importe quel jeu qu'il y aurait eu je pense, honnêtement ça aurait pas plu. Ben, moi j'ai vraiment bien aimé le jeu parce que le côté compétitif était vraiment bien poussé. Mais oui après pour les casus, c'est vrai que le jeu était pas exceptionnel. Mais non En tant que créateur de contenu, c'était l'époque où tu commençais à vivre c'est quoi la création de contenu quand tu avais des hauts et des bas. Ça c'était un bas. Parce qu'en fait à l'époque t'étais aussi dépendant du jeu. Quand le jeu générait moins d'intérêt, tu faisais moins de vues. Et ça tu le ressens. Et à cette époque-là quand tu commences à en vivre, ça t'inquiète. Le fait que mes exemples commencent à se désintéresser du jeu, bah forcément moi je regarde moins de contenu et ça me donne moins envie de jouer, ouais c'est sûr. Et puis c'est le moment où Diablo X9 coupe tout, c'était un drame. Mais j'avais déjà un pied dehors. Clairement, j'avais déjà un pied dehors. Dans ma tête, je pense que ça s'était un petit peu installé que jouer sur console à Call of, tant que je retrouverai pas mes empreintes des anciens, j'y retournerai. Il y a le BO3 qui est sorti, j'ai vu on pouvait sauter, j'ai dit ah non mais c'est pas Call of Duty, ça pourquoi on peut sauter. Et à l'époque, Gotha il me dit mais arrête de jouer à code, c'est bon, vas-y viens jouer à Fortnite avec nous. Putain non mais c'est bon, pas de faux jeu aussi là. Et puis au final, après la code, c'était vraiment que le déclin depuis ce moment-là quoi. Black Ops 3, on avait beaucoup d'espoir parce qu'effectivement, on a peut-être un truc qui peut être cool, il y a un mix entre l'univers de Treyarch et de ce qu'on connaissait et tout, mais je sais pas pourquoi Ghost a été aussi violent pour ce décrochage, mais même Black Ops 3 était en mode Bon jeu d'après, voilà, hein, la spéciale encore une fois, après Call of Duty Ghost 2014 qui avait fumé la dynamique de l'âge d'or de Call of Duty, bah en 2016 ou en 2017 sort la bouse nucléaire, le pire Call of Duty jamais sorti, Infinite Warfare. Horrible, je crois que c'est le Call of Duty le moins bien vendu de l'histoire. Le trailer était sorti, il avait le teaser, il avait un record de pouces rouges. C'est vraiment l'époque où Call of Duty en France là c'est le point final. Tu vois, genre il y a eu l'âge d'or, Ghost, Advanced Warfare BO3, ça remonte un peu et là la descente à un niveau dans les enfers, dans les abîmes. Pour la petite histoire, j'avais été invité par Activision pour le tester le jeu. En fait, quand ils nous font le reveal là-bas, je regarde, je crois que c'était Zach qui était à côté de moi et en fait moi je vois le jeu et je fais ah non ça va pas marcher. Côté compétitif, ça suivait le même schéma pour ceux qui étaient là depuis le début. BO2, Ghost, AW, c'est 3 jeux qui n'ont rien à voir. Donc si t'as pas une niaque énorme quand la saison elle commence et que le jeu il sort et que t'as pas envie d'y jouer, c'est déjà foutu. Et après Infinite Warfare, bah quand j'ai vu le trailer j'ai dit non. Tous les gens de la scène se disaient bon allez on tente cette année, l'année prochaine j'espère que le jeu sera mieux. Et à chaque fois le jeu était moins bien que celui de l'année d'avant. Je pense que ça a eu un gros impact sur le côté compétitif forcément. En fait c'est marquant et en même temps ça me rend triste parce que ça fait quand même partie de mon quotidien, hein, tous les jours, continuer quand même à jouer de moins en moins. Le facteur c'est que le jeu durait de moins en moins longtemps. Aujourd'hui la longévité d'un Call of Duty c'est un mois, je pense vraiment dans la grande majorité. Je pense que les créateurs qu'on a été, Diablo X9, Gotha, V12, tous ceux qui faisaient vivre le jeu, permettaient aussi aux gens de continuer à aimer la licence. Même si voilà, 10-12 ans après, on a encore envie que cette période existe, moi je donnerais tout pour faire une journée en 2011 en slip devant MW2. Malheureusement, on est intimement lié au jeu, ce qui fait que tu perdures, c'est justement de t'adapter et de plus être soumis au jeu auquel tu joues. Ce que Gotha a fait
quand il fallait. Il a été sur H1Z1, après Fortnite. Et c'est là où justement j'ai regardé vraiment Coco, tous ces best-of H1Z1, je les connaissais par cœur, tu vois. Je pense que là où Call of Duty perd énormément, c'est quand ils perdent Gotha et Brox. Je crois qu'ils arrêtent en même temps. Ouais, c'était le plus gros acteur. Il y a personne qui a fait ce qu'il a fait. Après, il n'y a pas grand monde qui a essayé de le faire comme lui aussi. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui pensent que Gotha, il a juste mis 3 vidéos en ligne, puis ça a marché. Bon, Gotha, il a commencé sur Call of Duty 4 à poster des vidéos avec moi et il a continué jusqu'à aujourd'hui, quoi. Donc 2016-2019 sur Call of Duty, notamment avec le prime de Fortnite à côté, c'était le moment le plus dur pour l'histoire du jeu. Il y a eu trop de mauvaises décisions qui ont été prises côté trajectoire que le jeu prenait. Il y a plein de gens à côté de Gotha et tout qui continuaient les vidéos sur les nouveaux codes et tu voyais que ça marchait de moins en moins parce qu'il y avait une lassitude générale, quoi. 2016, c'est pour beaucoup le moment de dire au revoir à une grande partie de leur adolescence et même à leur vie de jeune adulte. J'ai l'impression que tout coïncide un petit peu. C'est-à-dire que s'ils se sont arrêtés, c'est aussi parce qu'ils sentaient qu'il y avait un mou dans la licence. Et je pense qu'il y a eu vraiment un moment où les gens ont commencé à s'ouvrir à autre chose et dire bon, les maps en 6v6, c'est bon, je crois qu'on a fait le tour, il y a 3 couloirs, des fois c'est un peu différent, mais on a compris. Mais c'est ça, tu vois, c'est des cycles, quoi. C'est inévitable. Mais ce qui devait être dur pour eux, surtout que c'était nouveau, en fait, c'était des athlètes e-sport et il n'y en avait pas des masses à l'époque, c'était pas méga populaire. Ça devait être dur de savoir quand t'arrêter, tu vois. Et je pense qu'ils l'ont super bien fait, je pense qu'ils l'ont fait au meilleur moment, d'ailleurs, en vrai. Sur Black Ops 3, quand Broken et Gotha ils disent qu'ils arrêtent, on est un petit peu livrés à nous-mêmes. C'est un gros coup dur, même pour moi mentalement, parce que j'ai quasiment toujours joué avec eux, donc c'est un petit peu mes grands frères en fait de la scène. C'était leur choix, c'était difficile, mais on pouvait littéralement rien faire. À l'époque, je me rendais pas compte que ça allait avoir un impact comme ça. Call of Duty est né en France en grande partie avec Gotaga aussi, et il est mort en France à l'arrêt de Gotaga. Comment est-ce qu'on se sent juste avant de jouer les Millennium? Très bien, on se sent bien. God damn. Eh bah, ça date, hein. J'imagine qu'on a perdu parce que j'ai aucun souvenir qui me dit que j'ai battu ces Millennium-là. Black Ops 3, ça a été le début de la fin. Hein. Gotha qui nous annonce qu'il ne continuera pas, en tout cas pas cette année. Moi, je n'ai pas du tout été surpris parce que je sens que pendant les entraînements, pendant les matchs, c'est plus le même Corentin. Pas en termes de performance parce qu'il est surperformant, mais en termes d'engagement, d'envie, dans la communication, je sens qu'il est mentalement il est ailleurs. Il nous l'annonce avant le WC, mais il l'a fait proprement. Franchement, je trouve qu'il l'a fait proprement. Entre K2, il a dit à tout le monde, il n'est pas passé en sous-marin, le disant à quelqu'un en premier, etc. Honnête avec nous. Moi, j'étais dans l'hésitation, beaucoup dans l'hésitation parce que j'avais fait le tour sur Call. J'avais fait le tour, ça faisait beaucoup trop d'années que j'avais joué à Call of Duty et que là j'avais juste plus la flamme, quoi. J'avais juste plus la flamme, j'avais plus envie de me battre, j'avais plus envie d'aller m'entraîner. Il nous a aussi peut-être mis une gifle, Gotha et moi, enfin c'est même pas peut-être, c'est sûr, hein. Le gap qu'il y avait avec les Américains à ce moment-là, sur 2-2, j'ai eu la chance de connaître Rambo qui nous a trouvé des matchs d'entraînement avec des Américains, donc nous on les avait jamais vus encore, on les connaissait pas du tout. Là dans le lobby, qui apparaît? Un certain Demon Karma. Je me dis, waouh, c'est qui ce nul? Il lance la praque et on se fait allumer comme jamais de ma vie. Là, ce qu'il nous faisait, c'était des rotations, de sur-rotations. Je ne comprenais rien en fait. Et je me souviens, j'ai eu cette discussion avec Gotha pour la première fois au optique, pendant le déplacement à la EGL. Je dis à Gotha, lui, il était très très confiant. Genre, le Gotha le plus confiant du monde. Je crois qu'il venait d'être champion d'Europe d'ailleurs. Et moi, je me rappelle, je lui parle et je lui dis, écoute, optique va venir. Et à ce moment-là, il n'a aucune idée de qui sont les Américains. Je lui dis, Optic va venir, ils ne vont pas perdre une seule carte du tournoi. Et il me dit, non, tu vas voir, on va les battre, etc. Après le tournoi, on vient me voir et il dit, bah, excuse-moi, t'avais raison. Ils avaient cette avance-là qui, déjà, était démoralisante. Il y a eu aussi le fléau qu'on connaît, les pilules magiques qu'ils prenaient. Moi, je me souviens de... Sans pas name drop, hein, je me souviens d'un joueur très connu des États-Unis pendant un tournoi où je ne jouais pas. Vraiment, il y a Gotha, Samy, Néo et moi, on est dehors. Et qu'il y a ce joueur-là qui vient et qui se met à côté de nous et qui jongle avec sa pilule et qui nous dit « Tant que vous n'avez pas ça, vous ne battrez jamais. » Ce moment précis m'a fait dire « Je ne reviendrai pas dans l'e-sport. » Pas sur Call en tout cas. À ce moment-là, il y avait Whalers. Pour moi, c'était un relève idéal. Petit jeune qui joue à l'assaut. C'était noir ou bleu. Je me suis dit, ouais, c'est bon, je peux partir. J'ai fait ce que j'avais à faire. Même si j'avais des plus grands rêves, évidemment. Je voulais aller prendre des Worlds, etc.
Malheureusement, c'était pas possible. Et après, la chose qu'on n'avait pas anticipé, c'est que, c'est que le Fresh Monster apportait plus que lui-même ne pouvait s'attendre sur Call of Duty. Dès qu'il est parti, tout s'est éteint. Il n'y avait plus rien. En tout cas, en Europe, on a laissé les clés de Vitality à Whaler, Series Skin. Moi, je suivais un peu de loin parce que j'étais resté chez Vita. Gotha, lui, était parti explorer d'autres options. Voilà, il voulait un peu découvrir aussi. Comme nous, on aime bien dire, Call of Duty nous a tellement donné, mais nous a tellement tout pris que encore aujourd'hui, on continue de découvrir des jeux qui sont sortis il y a 15 ans. Ce que je n'ai pas anticipé, c'était qu'est-ce que j'allais faire après avoir pris ma retraite. Et là, c'était le drame. Là, c'était le drame tout simplement parce que j'avais que 2 rêves. Hein. Mon premier rêve, c'était devenir joueur professionnel de jeux vidéo. Gros shout-out à ma conseillère d'orientation à qui je disais ça et qui se moquait de moi. Et être dirigeant d'une structure e-sport. Je n'avais rien d'autre en tête en fait. La période pré-retraite, peut-être une des pires en vrai. Hein. Peut-être une des pires. Ouais, c'était dur. Je savais pas où aller, je savais pas quoi faire. Je savais pas ce que j'allais devenir. En fait, j'avais vraiment cette sensation de errer. Genre, pas de déranger, mais d'être un fantôme, quoi. Je marchais sans but. Il y a Neo qui a voulu faire de moi l'ambassadeur numéro 1 Vitality. J'ai été quand même très proche des sponsors. Ça a quand même été une bonne période, hein. Je vais pas mentir, c'est une période où j'ai été un peu... j'ai été extrêmement diverti. On a fait de la musique, on a fait des courts-métrages, mais j'avais pas rencontré ma voix. Petit à petit, j'ai commencé un peu à me détacher de l'image Vitality. Mais moi, mon plus gros problème, ça a été sur Call of Duty. Je voulais un peu avoir la main mise sur le projet, mais ça n'a pas du tout été le cas. Petit à petit, on sent que tous les efforts sont énormément sur LoL. Counter-Strike, comme si notre histoire, en fait, elle n'avait pas existé et que ça n'avait pas de valeur. Nous, on s'est dit avec Gotha, bon, on n'est plus du tout sur les longueurs d'onde. On voyait où le club un peu Vitality voulait aller. Tu sais, t'en es fier, t'en sors, tu vois quand même que ça devient immense, il y a une VI, il y a plein de choses comme ça. J'ai dit, j'ai fait tout ça pour rien, c'est relou, quoi. Et là, je me dis, qu'est-ce que je vais faire encore? Là, c'est encore pire. Je pense que c'est encore pire que ma pré-retraite, parce que là, j'ai plus rien. En fait, j'avais un truc auquel m'accrocher quand je suis chez Vitality, tu vois. C'était, je sais pas, l'amour du club, du sens du devoir, je sais pas comment expliquer. Et là, j'avais rien. Et moi, ce qui me passionne le plus dans la vie, c'est le sport. Et Gotha, lui, à ce moment-là, il annonce, je crois, quelques mois plus tard, aussi pareil, qu'il part de Vitality. Moi, je me souviens d'une phrase qui m'a dit à cette époque-là, tu pourrais être tellement big. Il me dit, t'es fort en jeux vidéo, t'es beau gosse, t'es musclé, t'as tout. Et je me rappelle, ce jour-là, ça m'a choqué. Il m'a dit, mec, mais utilise-moi. Il me dit, prends-moi pour des vidéos, on va sur YouTube. Il m'a dit, toi, normalement, tu devrais être moi fois 100. Et tu vois, il m'a dit ça, tu sais, ça n'a pas déclenché ce truc en moi. Et je me suis dit, ouais, c'est définitivement pas ce que je veux, en fait. Moi, ça m'a juste permis de voir à quel point ce mec était bon, parce que je l'ai connu comme il est aujourd'hui, en fait. Ce mec-là n'a pas changé. Il a commencé, il n'avait rien. Aujourd'hui, il a tout. Et pourtant, des fois, tu peux le regarder, tu peux penser qu'il n'a rien, juste parce que c'est le même, en fait. C'est le même. Du coup, Code en Europe, c'était mort. Mais en parallèle, lui, il continuait sur Internet. Comme s'il a eu ce flair dès le début, quoi. C'est un truc... il voit des choses qu'on ne voit pas. Internet commençait vraiment à devenir, genre, extrêmement big. Et même si j'étais pas le plus connecté, je pouvais pas passer à côté de ces choses-là. C'était juste incroyable ce qui commençait à arriver, quoi. Que vous allez bien les amis. C'est tout ce que vous faites de la journée. On n'écarte pas les doigts. T'es viré. Juste pour vraiment nommer. Moi j'ai envie que Code là ça revienne, tu vois, j'ai envie d'avoir des petits joueurs, des petits cracks comme les Hydra, etc. Qu'on soit triste, qu'on a envie de pleurer quand ils perdent et qu'on soit tout joyeux comme si on venait de gagner la Coupe du Monde, quand ils gagnent un match, quand ils passent un truc, tu vois. À ce moment-là, je pense qu'il y a déjà des discussions parce que Drox, en off, j'essaie de le cuisiner et il a un sourire. Je peux pas te parler, je peux pas, tu vois, tu sais comment je rigole. Non mais mec, je peux pas te dire, machin. J'ai dit ok. Un jour, je me rappelle, je vais sur Twitter, je vois une équipe qui s'appelle SBG.
Quand je vois ça, je dis, ils sont foutus de ma gueule. Ils sont foutus de ma gueule. Je vois SBG et je cite le tweet. Je dis, ça, c'est sûr, c'est l'équipe de Gotaga. Le S, on sait pas qui c'est, si on savait. Et je me rappelle le jour où il y a l'annonce Gentlemate. Plus je me rappelle. Oh, les bâtards, ils font un trailer de malade. Ils ont des belles vestes blanches, à des maillots de fou. J'ai fait, il y a de l'oseille, hein. Et ouais, il y a la prestigieuse. Gentlemate. C'est comme ça que nous appellerons. Tout commence ici. Tout commence ici. Tout commence ici. J'ai vu ça, j'ai vu la création de Gentlemates aussi, incroyable, exceptionnel. Mais au début de Gentlemates, Gotha Brooks, je comprends parce que ça fait tellement d'années et tout. Et c'est vrai que Squeezie, après non, c'était relativement assez logique parce que Squeezie touche à tout aussi. Ça, c'est vrai que Lucas, par exemple, sur Call of, c'était pas. Il a fait un son et il était des défis où il mettait des marshmallows dans sa bouche avec des œufs sur le crâne, ouais. Créer un club avec des gens qui te soutiennent sur plusieurs équipes, etc. Sachant que toi-même t'as été joueur pro et de pouvoir donner la chance à des nouveaux joueurs de pouvoir peut-être aussi gagner des trophées, pouvoir aller loin dans la scène internationale. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau, ça fait un peu passage de flambeau. Quand j'ai appris ça, ça m'a pas trop étonné dans le sens où Gotha, ça reste quand même un leader. Et le fait qu'il veuille s'émanciper un petit peu de Vitality, c'était quelque chose qui m'a pas surpris du tout. La cassée arrive sur LoL, Vita est sur d'autres jeux, et pour moi, il y a un vide. Call of. Donc je dis, mais pourquoi personne se met sur Call of? Les mecs me disent, mais ça coûte cher, c'est ceci, cela. Mais je dis, mais les gars, si Gotha prend une équipe et va sur Code, vous allez voir. Les mecs me disent, non, mais non, c'est démodé, il n'y a plus de scène en France. Vous allez voir. C'est à ce moment-là, je dis, mais moi, je pense que l'e-sport Call of Duty en Europe repose dans les mains d'un seul homme. Moi, j'en étais persuadé. Il n'y a qu'une personne qui peut faire revivre le jeu, c'est lui. Il y a des news qui donnent le smile. Gentlemen, maintenant en Call of Duty League. Et en fait, il y a cette opportunité-là qui arrive et on est choqué de fou. Évidemment, quand on a créé M8, le Gotha et Brooks, le premier truc qu'ils me disaient, c'est mec, mon rêve un jour, on va en CDL et tout, c'est notre plus grand rêve. Et évidemment, on l'a saisi. On fonce en mode bulldozer sur le jeu, alors que financièrement, franchement, on pouvait pas vraiment se le permettre à ce moment-là. Il fallait sacrifier d'autres trucs, ce qu'on a fait. Mais c'est leur rêve, quoi. C'est fait. C'est fait. Et là, je dis, ça va prendre du temps, 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais le jour où ce roster-là, enfin cette équipe-là, perd, vous allez voir, tout le monde va s'y mettre. J'étais trop heureux. Enfin, j'étais trop heureux parce que le jeu correspond totalement plus à M8 que LoL, par exemple. Tu vois. M8 a permis de faire renaître un peu cette flamme de la compétition Call of Duty, de rappeler que l'e-sport Call of Duty est un e-sport qui est cool, qui est intense et qui vaut la peine d'être regardé. Il fallait que ce soit porté par des personnalités et la personnalité numéro 1 de ce jeu dans l'histoire en France, Gotha, tu vois. Bah, quand Brooks il nous l'apprend, on est en mode ah ouais, déjà maintenant. Et là, quand il me dit ça, je m'attends à avoir un roster. Il y a un monde, il dit bon, c'est peut-être moi, Brock, je vais reprendre et tout, histoire de bien commencer et tout. Et là, il m'annonce le roster. Kismet, Krista, Linz et Skies. Et là, je me dis non, parce que les noms sur le papier, c'est exceptionnel pour une arrivée dans un timing très serré, une offre à la dernière minute limite avant que la saison commence. Et dès qu'on pense du coup à l'arrivée d'M8, tu sais que ça va exploser, que ce soit en France, en Europe, va y avoir une grosse hype. C'est exactement ce qui s'est passé, malgré le 4-26 ou le 4-27. On check, s'il vous plaît, on check. Et bien les gens jusqu'à la fin de saison étaient encore hype. C'est là où on voit que Code is life, les gars, et que ça, Joël l'avait dit depuis plusieurs années. Il y a beaucoup de gens qui avaient des craintes, qui me disaient oui, mais les matchs de la Code League, c'est à 2h du matin. 2h du matin, il y avait de l'audience. Pour être honnête, moi j'étais surtout content parce que je savais que c'était un rêve pour lui de retourner sur Call of, et j'ai l'impression aussi pour une partie de sa communauté plus proche. Donc c'est ça qui m'a touché. Ça me re-hype, j'avais pas regardé de match depuis donc l'équipe de Gotha sur Ghost et la Gentlemates sur BO7, je n'ai pas regardé un seul match compétitif sur Call of Duty. Et c'est vraiment la passerelle, ça a été Gotha, Gentlemates. C'était bénéf que Gotha arrête, qu'il aille voir un peu sur d'autres communautés pour ramener, je pense, des nouvelles personnes qui connaissaient pas trop Code aussi. Quand tu vois qu'il fait des meilleurs stats que Optic qui sont là depuis... qui n'ont jamais quitté le navire, entre guillemets. Donc non, en vrai, d'année en année, ça va être de mieux en mieux. En tout cas, c'est ce que je leur souhaite. Là, il manque que le dernier ingrédient, c'est une big win où tout le monde est réveillé, où tu peux faire de la communication dessus, et ils vont tout brûler. Et même avec ça, il n'y a pas forcément eu des bons résultats sur le premier roster Code. Ah oui, je vous suis, je vous surveille. Malgré tout, ça a pris. Bah, je pense que ça a réactivé tous les soldats d'hiver, quoi, qui se sont dit, mais attends, en fait, putain, c'est comme mes années à l'époque, au collège-lycée, là, quand je jouais avec tous mes potes. Là, cette fois, je peux suivre le truc, je peux peut-être même aller à un event, je peux prendre un maillot. Vas-y, je vais le vivre, mais en
mode fan à fond et plus trop en tant que joueur puisqu'on est tous washed et voilà quoi. C'est ce que tout le monde veut, je pense, d'une façon ou d'une autre, que ce soit la jeune génération ou la mienne. On est tous darons, trentenaires passés maintenant. C'est de revoir en fait du contenu, du live, des compètes qui nous faisaient vibrer avant. Et je pense que Gentlemate et Gotha et ses représentants, c'est la meilleure façon de le faire, je pense. Clairement. Vous avez poussé. Alors aujourd'hui, on vous donne rendez-vous les 26, 27 et 28 juin à la Défense Arena. Paris Gentlemates accueille le plus grand événement Call of Duty jamais organisé. On a commencé dans nos chambres, on se retrouve dans la plus grande salle d'Europe. Là, pour le coup, je me suis dit, oh là, c'est huge. Dès la deuxième année, qu'ils fassent confiance à l'équipe, venir en France comme ça, c'est un truc de malade. Mais, quelque part, je pense que moi, j'y croyais déjà avant même que le projet soit lancé. C'est incroyable, hein. Tu déconnes. Ça fait un joli retour aussi pour la licence, comme tu le dis, qui semblait un petit peu perdue sur la scène compétitive pendant un moment. La revoir comme ça, autant à fond maintenant via Gentlemate, c'est incroyable. Voir Call of remplir une salle comme ça pour réunir autant de gens qui ont grandi avec Call of ou qui le découvrent avec... parce qu'il y a des plus jeunes qui jouent aussi aujourd'hui, évidemment. Ils peuvent tous se retrouver au même endroit, c'est incroyable. Moi, je sais que j'ai des potes, tu vois, des potes du lycée qui m'envoient des messages il y a 2-3 mois quand vous avez annoncé l'événement Code à Paris là. On dit gros, chope des places s'il te plaît, ça va être incroyable. Alors que c'est un événement Call of, tu vois. Je me dis, mais il n'y a plus trop d'événements Call of, tu vois. Il n'y a plus du tout d'événements Call of. Donc c'est cool que Coco et tout, sachant qu'ils viennent de cet univers-là, ils puissent organiser un major à Paris comme ça. Non, franchement, c'est incroyable. D'ailleurs, Alice, chope-moi 4 places s'il te plaît. Mais déjà, le major va marquer les gens. Quoi qu'il arrive, va marquer les gens. Surtout que, bon, désolé, je sais pas si vous êtes en bon terme avec eux, mais les Américains, en termes de crowd, c'est pas ouf. C'est beaucoup de USA pendant 45 minutes. Ça va permettre aussi aux équipes américaines et aux organisateurs de se rendre compte qu'il y a un vrai intérêt à s'intéresser à l'Europe. Parce que malheureusement, aujourd'hui, le format fait que si tu joues pas en Amérique, tu joues pas à Code. Ils avaient déjà eu un peu une sorte de pré-show avec le Major 1 sur Black Ops 6 à Madrid, où les fans M8 avaient fait un boulot mais dingue du début à la fin alors qu'on est sorti le premier jour. Et là je me dis, à Paris, à la Défense Arena, je pense que ça va être l'événement qui va marquer la compétition, du moins même sur plein de jeux différents. Ce rendez-vous-là, au-delà de regarder de l'e-sport et de la compétition et tout, c'est un peu une réunion de la première génération qui a grandi devant des vidéos YouTube, je crois. Tu vois, c'est un peu plus large que Call of, je crois. Il y a aussi le fait de la fierté d'avoir cet événement-là en France. Je pense que des gens vont se déplacer, ne serait-ce que pour pouvoir le vivre. C'est autre chose que de le regarder derrière un écran. Donc il y a des personnes qui vont peut-être même pas du tout s'intéresser à l'e-sport, mais qui veulent quand même voir une compétition en direct, voir l'ambiance, voir la pression. C'est quelque chose qui les intéresse, parce que là c'est accessible, c'est en France. Je me suis dit, je veux en être. Je veux... En fait, c'est même pas le temps de revivre les moments, mais je veux vivre un des plus grands moments francophones et même européens, même mondiaux de Call of Duty. Je sais pas si Gotha se rend compte ou réalise. Je me dis, c'est fou quand tu dis qu'il a commencé dans sa chambre et aujourd'hui il se passe ça. Il peut hoster l'événement et tout, c'est dingue. Et tu dis aux Américains, venez. Et potentiellement tu les laves. Ça c'est beau. Et il faut y croire, je pense. Genre si tu m'avais dit en 2016, 17, 18, 20, 21, 22 qu'un event Call of Duty ferait des dizaines de milliers de personnes à la Défense Arena pour du code, je t'y aurais pas cru. Pour moi, on est le meilleur public du monde. Honnêtement, il y a très peu de personnes qui peuvent s'asseoir à côté de nous. Mais je pense que là, le Major Paris, ils vont être choqués, les Américains, c'est sûr. Parce que là, quand on voit déjà le Major 16 à l'époque, qu'on a eu à Paris, et le Major Rocket League, même le World Fortnite, je pense que le Major 4, ça va être exceptionnel aussi. Code à la Défense Arena avec M8, on sera là, on va regarder, on va donner de la force et on va suivre parce que je pense que ça va être une belle fête. C'est un peu une Paris Games Week de YouTube même, je dirais. Ouais, du YouTube Call of de l'époque, tu vois. Qui pour moi est celui qui m'a permis d'être là aujourd'hui, littéralement, tu vois. Ça va être un putain d'événement. Voilà, je vous ai raconté notre histoire. Celle de Gotha, la mienne, la vôtre. Maintenant c'est à nous, ensemble, d'écrire la suite.
Tu vois, moi, dans 3 ans, ça fait 20 ans que je fais des vidéos. Quand je me rends compte de ça, tu te dis, franchement, c'est incroyable et terrifiant en même temps. Mais ça me touche toujours beaucoup. Quand je croise des gens qui me disent que j'ai fait partie d'un bout de leur vie et de voir qu'il y avait autant de gens qui regardaient ça, je me sentais extrêmement chanceux. J'ai cette fierté de me dire que si ce que j'ai fait, ça a pu aider, forcément je suis content. Et puis faut pas oublier qu'eux aussi m'ont aidé. Call of Duty m'a beaucoup apporté, ma commune a beaucoup apporté. La commune n'est pas morte, elle était juste entre guillemets endormie. Il lui manquait un peu l'étincelle pour repartir. Il y a des mecs qui me disent ouais je te suivais, j'ai vu ta victoire sur Black Ops 1. Enfin, je me dis c'est un truc de fou. C'est ce qui m'a littéralement lancé sur YouTube, c'est grâce à ça, c'est grâce à Call of. C'est dingue. Pour rien au monde, j'échangerais le fait d'avoir marqué cette époque-là. J'ai préféré attendre 3 ans avant de gagner 30 balles, mais d'avoir marqué peut-être des milliers, des millions de personnes par la simplicité de jouer à un jeu. Quoi. Et ça me va. Et je suis fier aussi de faire partie de cette génération-là qui nous a laissé croire que en jouant à des jeux vidéo, on pouvait faire de grandes choses. I run this fucking country. Call of Duty esports as a whole isn't necessarily the most popular thing, but with moments like this, I think that we can become that. That's the biggest we've seen in Call of Duty. Et non, malheureusement, mathématiquement, les gars, c'est fini. Trop loin. Et on va C'est une immense fierté où je pensais pas que c'était possible. Même quand on a créé Gentlemate, je pensais que si un jour on avait une équipe Call of Duty déjà, ça mettrait beaucoup de temps. Il y a une opportunité, on l'a saisie et pouvoir en tout cas essayer de refaire vivre Call of Duty en Europe et du coup principalement en France. C'est le feu, tu vois, de faire revivre Call of Duty, tu vois, en France. Il fait chaud derrière, hein. Waouh. Ah, c'était pas prévu, mais écoute, voilà, comme quoi le destin fait bien les choses, et c'est un peu pareil avec, du coup, cette opportunité de pouvoir organiser notre major. On a été un peu prétentieux, on s'est dit, on a une commune de fous, on a plein d'autres qui nous suivent, il y en a plein qui, je leur fais confiance et je sais qu'ils, tu vois, ils viendront. Et là, on est la veille. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Je sais qu'il y a beaucoup de places qui ont été vendues. Pour l'instant, il y a tous les tests qui sont en train d'être faits, c'est incroyable. Et là, j'ai juste hâte que tout soit rempli là autour là. Et que juste ça crie quoi. De base, on jouait dans nos chambres, un jeu qui n'était pas supporté par l'éditeur, aujourd'hui qui l'est, qui nous aide d'ailleurs à faire ce major. Et je suis content de voir qu'on est une petite poignée quand même, grâce à cette opportunité de Call of Duty, à encore pouvoir vivre du coup du jeu vidéo en général, même si peut-être que nos chemins se sont un peu séparés, on est parti voir d'autres choses, d'autres horizons, ou qu'on se voit plus trop, tu vois.
je suis content que cette poignée où à un moment on a écrit l'histoire ensemble, en tout cas une petite aventure ensemble, bah de voir que demain on partage, en tout cas tout ce week-end on partagera la même aventure, on sera tous derrière Gentlemates et il y aura des Lohan, il y aura des Riskin, il y aura des Miss. Même là aujourd'hui, bah tout mon équipage à moi G-Corp, on vient tous des OG de Call of Duty de l'époque. Il y a tous ceux qui du coup travailleront demain sur l'événement qui viennent de Call of Duty de l'époque aussi. Par exemple Isp qui est du coup notre photographe titré sur tout, les Master Kills, tout ce que tu veux, etc. On fait énormément de projets avec lui. Bah de base c'était un trickshotter qui faisait des petits 3-6 avec Wartech et qui mettait des quad feed. À chaque fois que je vois Mastu, il me parle de l'époque, etc. Même si maintenant il fait 10 fois mon nombre de vues, ce que tu veux, tu vois, il y a ce côté, pas respect, mais ce côté en mode putain, j'ai grandi avec vous les gars, tu vois. Même là, quand tu lui parles, quand on fait un GP Explore ensemble, par exemple, Théodore, il est là à te vanner en mode putain, Gotha, mais dire que j'étais trop fan de toi à l'époque, maintenant t'es là, je te bats quoi, je te bats. D'ailleurs, j'ai fini devant lui du coup au GP Explorer, voilà, on remet quand même les points sur les. Mais ouais, non, c'est une immense fierté et c'est trop bien parce que du coup, là, j'en rencontre plein maintenant qui ont mon âge ou qui ont grandi en tout cas en même temps que moi. Et tu vois, qui juste, on se respecte mutuellement, bah putain, c'était trop bien la bonne époque et tout ça vient de base de la même passion qu'est Call of Duty. Il y aura mon compère de toujours Brox et tu vois, il y en a plein comme ça avec qui on a commencé à écrire un petit bout de chemin et aujourd'hui, je pense pas que ce sera la finalité parce que le but c'est que ça soit juste le début d'un nouveau chapitre, tu vois, de la renaissance d'un Call of Duty, tu vois. Ça se trouve, on va flop, ça se trouve, l'event sera cataclysmique et on aura essayé, mais je pense que moi, c'est le début de quelque chose. Aujourd'hui, quand je lance un live, il y a plein de gens qui forcément n'aiment plus le contenu que je fais aujourd'hui, ou en tout cas passent de temps en temps. Bah, je fais plus du Call of Duty tous les jours comme je faisais quand j'avais 16 ans, forcément. Mais du coup, tu vois, ils viennent, ils passent et ils te disent Gotha, voilà, juste pour te prévenir, je vais te papa, tu vois, des trucs comme ça de fou. Genre, c'est vraiment quelqu'un qui a grandi en même temps que toi. Vous étiez deux cons à l'époque, en mode on était adolescents, on avait 16-17 ans, on a grandi ensemble, on a fait chacun nos vies, chacun de notre côté. Mais tu vois, il y a ce respect en mode 15 ans plus tard. Et là, ceux qui sont au premier rang, ils vont douiller. Hein. De les voir pop dans le chat comme ça et t'annoncer ce genre de nouvelles et te dire, waouh, putain, c'est. Oh, le temps il avance vite, tu vois. Et voilà, les gars. Et voilà. Je sais qu'il y a des gens qui m'en ont voulu parce que du coup, ils auraient voulu que, entre guillemets, je porte la scène Call of Duty après. Le truc, c'est que le jeu m'avait un petit peu déçu. Même moi, j'ai arrêté ma carrière malgré moi. C'est-à-dire que c'était pas prévu. Malheureusement, je pensais revenir. À chaque fois, je pensais, l'année prochaine, c'est mon année, c'est bon, ça revient. Il va y avoir un bon Call of Duty. Et non, rebelote. Donc ouais, on a pu tester des H1Z1, PUBG, Fortnite forcément. Je suis devenu un peu plus multigaming, mais il y avait toujours ce truc Call of Duty quand même à côté. Et puis là on arrive avec Gentlemates, ça y est, on peut enfin y aller. Dès qu'on a une opportunité, on est revenu sur Call of Duty. Et je suis très content que sur notre deuxième année, bah on puisse organiser ce major quoi. C'est-à-dire que j'oublie pas d'où je viens quand même, dans le sens où effectivement là si je suis devant vous actuellement en train de parler à cette caméra, c'est grâce à cette licence. Faut pas l'oublier et avec toutes les rencontres que j'ai fait etc pendant le chemin aujourd'hui je suis ici assis devant vous et puis bah je suis très content d'avoir pu mettre ma pierre à l'édifice pour qu'on puisse aider ce jeu à redevenir le Call of Duty que c'était quoi tout simplement. Donc j'espère que ça va bien se passer. Ça se trouve demain la salle va prendre feu, ça va être terrible. Mais non, je pense que ça va être insane. Je pense que tout le monde va se prendre un petit coup de nostalgie comme ça là derrière la tête là. Hop, tiens, ton petit coup de nostalgie, prends-toi ça. Je pense qu'il y aura de l'émotion. J'espère qu'en plus on fera des bonnes performances. Si en plus c'est couplé à des performances bonnes, bah on aura tout gagné. Juste les gars, j'espère que tous ceux qui ont vu ça, que ce soit sur place ou à distance, vous avez kiffé votre moment. J'espère que j'ai kiffé mon moment aussi. Et puis merci à tous ceux qui suivent cette scène depuis la nuit des temps. Voilà. God is life. Ok. Bon, vas-y, je m'assois pour de vrai, les gars. Voilà, ma astuce, je pense que vous m'avez vu passer sur YouTube ou quoi. Quand est-ce que j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo? Ouf. C'est un monde de ouf. En vrai, c'était. Je crois que j'ai commencé sur la Nintendo 64, je crois. C'était Super Mario 64. Et après, bah, de fil en aiguille, voilà, hein, c'est. Ça arrive pas.
Bonsoir à tous, bienvenue sur la Gotaga TV. Pour une soirée nostalgie. Déjà j'avais eu un peu la preview quand j'ai annoncé que j'étais papa. Il y avait plein de gens qui m'ont fait oh bordel j'ai grandi. Là ils vont prendre encore plus Là cher. quand on a annoncé les gars on a accueilli Neymar, on a fait des trucs avec PSG, Mbappé, tout ça machin etc. On n'a jamais fait un teaser, mais il y a eu autant d'interactions sur les réseaux que pour ce soir là. Il y a quelqu'un qui est très attendu. Ils sont deux, ils sont suisses. Je vous présente Wartek, Anil et Diablo X9, Benoît. Il est là. Ils sont là, bienvenue dans le... Désolé Anil, je t'ai complètement... Ouais on est là que pour Benoît. Vous voulez vraiment faire des commentaires sur le plat, le pantalon d'Anil? Mes draps de grand-mère. C'est méchant, c'est méchant. Tout de suite les draps de grand-mère. C'est que tu es trop Ah, beau. le chat il est... Waouh. Ça va pas dans le lire, let's go. OMG, Benoît, je pleure. Qu'est-ce qui se prend la plus grosse claque en termes de nostalgie? Déjà, nous on s'en prend une. Je pense que là ouais dans le chat, putain merci pour cette soirée. Attention les gars, on vient juste de commencer. On va peut-être un peu jouer après. On va beaucoup parler parce que là on a beaucoup de choses à se dire. Et je pense que ça va être une petite soirée un peu en mode open world où on va parler d'un peu tout. Je pense que ce que tu disais, la plus grosse claque de ce soir, c'est principalement pour Benoît. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. On était sur un, je vais appeler ça un plateau, tu vois, c'est pas vraiment ça. Ouais, carrément. Mais je pense que la dernière fois que je me suis un peu exposé, c'était il y a 5 ans sur ma chaîne. J'avais fait un petit let's play vite fait à l'arrache sur le dernier Zelda. J'ai beaucoup aimé la petite vidéo d'ailleurs sur YouTube. Mais même du temps où j'étais un peu actif, etc., je me suis pas beaucoup prêté au jeu des interviews. Puis là, je débarque presque dans un nouvel univers. En fait, j'ai la voix, les gars, ça fait grave plaisir. Franchement, ça fait grave plaisir d'être là. Je me sens super bien accueilli. Il y a une super équipe et tout. Et puis, il y a un taf monstrueux qui a été mis en place. Ah ouais, la DA est incroyable. Mais ouais, c'est clair. Non, puis même, tout a été mis en place pour faire une super soirée. Donc, merci de nous recevoir. Merci de t'être rendu disponible. Merci aussi à toi, Anil. De base aussi, rappelez-vous, c'était un Donation Gold Event. On va essayer d'inviter Benoît, machin, etc. Ah oui, c'est vrai. On a réussi à prendre contact. On se parle depuis peut-être 2 ans, je crois, non? Ouais. Donc, les gars, je vous avais dit, ça arrivera. Parce que moi, chaque fois que je lance un live après, dès que le Donation Gold il arrive quand? Non, c'est quand? Des gars calmes, les films, machin, etc. On va s'organiser. Voilà, il est plus trop sur les plateaux, machin, etc. Et aujourd'hui, il est venu. Je sais pas C'est fou, c'est visiblement On va commencer déjà par faire une petite présentation pour ceux qui peut-être ne te connaissent pas, même si je pense qu'il y en a énormément qui sont là parce que justement ils te connaissent très bien. Mais je vais aussi un petit peu te tester. Déjà, tu as commencé sur quelle plateforme, Benoît? Sur Dailymotion. En quelle année? 2007 ou 8. Tu te connais bien, c'est 2007. Bien joué. Moi je savais. Et on se voit aussi. Je savais, 2007. Fan number one. Toi aussi? Bien sûr. Mais moi aussi. Parce que c'est moi qui l'ai écrit. Donc je le sais. Ensuite, tu lances ta chaîne YouTube en 21 février 2010. Bon, j'avais juste 2010. Mais oui, c'est ça concorde. Et dès 2012, tu arrêtes tes études pour te consacrer uniquement à YouTube. Et tu es le premier dans les YouTubers gaming à passer la fameuse barre du million d'abonnés. Déjà, les gars, je vais vous dire un truc qui est important ici. Dites-vous qu'ici, sur ce plateau, on est 4 à avoir eu les 100 000 abonnés avant Squeezie. Oui, c'est vrai. Maintenant, il nous met tous à l'amende, mais à un moment donné, les Il y gars. en a 18 fois plus que moi. C'est ça. Effectivement, c'est sur une première ligne du CV. Donc alors, tu arrêtes tes études à partir de 2012 pour te consacrer uniquement à YouTube. Ça marche très très fort. Et puis après, tu laisses un peu YouTube pour aller vers d'autres médias, la radio en l'occurrence en 2015 et en 2017. Non, tu fais pas une vidéo là-dessus, pas du tout. Tu fais même une vidéo. Je reviens. Ça, c'est pas 2017. La vidéo dont tu parles, c'était avant la radio. Bordel. Le retour, entre guillemets, ouais, c'était en début 2015. Et puis ensuite, par contre, vraiment grosse pause pour vraiment me recentrer juste sur moi, littéralement enlever la casquette Diablo X9. Bah ça, on va revenir dessus sur la fameuse casquette. Souvenirs il y a 11 ans, machin, etc. Ouais, pour ceux qui savent pas, si jamais, c'est une légende de YouTube, parce qu'il y a plein de petits nouveaux là qui sont de la génération Fortnite, etc. et qui n'ont pas connu. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous, on est assis ici. C'était un peu le précurseur, c'est un peu celui qu'on a un peu suivi. C'était le premier YouTuber, les gars, à faire ce qu'on appelait des commentaries. Les gars, quand je dis précurseur, il était précurseur dans beaucoup de domaines. Je sais que j'en parle souvent en live parce que c'était le premier à faire des OP. Et du coup, le premier à être critiqué pour ça, alors qu'aujourd'hui, une vidéo sur 2, même 2 vidéos sur 3. Il y a une petite hashtag ad, un petit truc, machin, etc. Critiqué, lynché, moi je dirais. Ça fait déchirer. Alors, ce que je rajouterais presque, c'est qu'en fait, à cette époque-là, j'ai été approché par Electronic Arts à l'époque. Pour moi, c'était le community manager d'Electronic Arts qui m'appelle, puis qui me dit écoute, on aimerait bien te voir, viens à Lyon, si tu veux, on t'envoie notre jeu gratuit. Moi, je suis là, ok, c'est bon, quoi. Genre, il n'y avait même pas un step au-dessus pour moi. Le simple fait de recevoir les jeux en avance et gratuitement, pour moi, c'était déjà un step gigantesque. Alors, l'arrivée après des OP, franchement, j'aurais presque tendance à vous dire que je l'ai pas beaucoup vécu de ma carrière sur YouTube. J'en ai même pas fait une dizaine, quoi. Mais parce que moi, j'en ai fait juste une dizaine, juste cette semaine, quoi.
Voilà. C'est ça qui est marrant et c'est l'exemple que je prends assez régulièrement, c'est qu'en fait Benoît, en tout cas sur la professionnalisation du YouTube Game, c'est que c'était un brise-glace. Donc lui il était devant, il a éclaté toute la glace, donc il s'est pris tout le déferlement de haine, d'attaque, etc. Et nous on était derrière, on regardait comme ça, je fais vous êtes sûr que ça passe là? Ça a l'air moyen quand même. Non, mais c'est vrai qu'on retient ce truc de, effectivement, dans beaucoup de domaines, t'as été le premier et le fait d'avoir ouvert la voie pour tout le monde, je pense que personne t'a remercié pour ça et je pense qu'on doit tous le faire aujourd'hui. Moi j'ai une petite partie exprès remerciement, bien sûr. Mais attends, t'étais en train de parler, Anil. Oh bah, qu'est-ce que j'ai fait moi encore? Toi tu as commencé sur YouTube en quelle année? Alors moi j'ai un problème. Parce qu'en gros j'avais une première chaîne qui s'appelait XBA03. Pourquoi XBA a changé alors? Ouais, non mais clairement, maintenant tout le monde connaît mon prénom, mon nom de famille, je m'appelle Anil Brancaleoni et en fait le X voulait dire extrême. Donc extrême 03 c'est ma date de naissance, c'est une joke. Tout le monde découvre ça ce soir. J'ai été striké et j'ai créé Wartech Gaming. Normalement si je me trompe pas, c'est le 12 avril 2010. Moi j'ai 2009 sur YouTube. Ah c'est 2009. Centré sur Call of Duty, bien sûr, pendant des années. De toute façon on a tous commencé sur Call of Duty. Oui, moi c'était par défaut parce que je n'avais pas de HD PVR, je n'avais pas de Dazzle. T'avais même pas Dazzle, parce que tu me l'as fait, tu m'as pris. Moi j'enregistrais, en fait j'ai pris Call of Duty parce que c'est le seul jeu en gros que j'avais sur mon PC. J'enregistrais sur Fraps avec le fichier vidéo sur 3 qui était corrompu, que tu pouvais pas exploiter. Et c'était Fraps. Et justement, pourquoi j'ai fait YouTube, c'est que en gros j'étais sur Black Ops 1 et je jouais pas bien. Ça a pas trop changé depuis dans mon style. Et je me suis dit tiens, vu que beaucoup de gens parlent de YouTube, effectivement je regarde des vidéos mais c'est essentiellement de la musique, je me dis il y a bien un ou deux ricains qui doit nous parler de Black Ops 1 pour voir. Et donc je tape Black Ops 1, je sais même pas ce que je tape comme peut-être gameplay, et je tombe, premier truc, je clique, j'entends une voix française. Oh cool, déjà je vais pas me galérer à essayer de comprendre, j'écoute, en plus j'entends que le mec se marre, je regarde une autre, puis une autre, et je me dis mais je peux aussi le faire, j'ai Fraps, je peux le faire. Et je me dis tiens, je vais essayer de mettre ma sauce, tu vois, créer des personnages, faire vraiment l'abruti, et ça a passé comme ça. Et donc du coup sans être tombé sur sa vidéo de base, genre tu serais jamais devenu youtubeur. En tout cas, je sais pas, mais un truc qui est sûr, c'est que c'est grâce à toi que je suis sur YouTube. Je suis content que, comme toi et comme beaucoup d'autres, ça ait permis en fait de montrer aux gens que c'est faisable. Et puis, enfin, pour être super honnête, je veux dire, il y a des métiers beaucoup plus impressionnants et importants à saluer. Là, c'est un nouveau métier. C'est ça. Oui, ok. Parce qu'il y avait le Hooper aussi. Je me souviens d'un nom. Justement, voilà, c'est marrant parce que justement, je voulais retourner un tout petit peu en arrière. Déjà, tout le monde me balance ce mot de précurseur. Alors, faut savoir que c'est pas un titre qu'on s'attribue soi-même. Oui, voilà, on me l'a souvent dit. Bon, voilà, ok, d'accord. Un précurseur, mec. Les précurseurs sont jamais forcément ceux qui ensuite vont briller ou durer le plus longtemps. Tu prends les précurseurs du parachute, bah, le type. Le premier, ouais, ça n'a pas été terrible. Il s'est lancé il y a pas très loin d'ici, là, depuis la Tour Eiffel. On sait comment ça a fini. Il a tout compris. Et deuxièmement, moi, j'ai d'une certaine manière rien inventé. Alors, juste avant le HDPVR, moi, je m'amusais à enregistrer mon gameplay avec le vieux lecteur DVD graveur de mon père. Ah ouais, non, mais j'avais bidouillé un HDPVR. Je filmais mon écran. C'est ce que j'ai fait. J'avais une latence de bâtard de genre 8 millisecondes, je sais pas quoi, c'était juste pas jouable. J'essayais de jouer à Guitar Hero, ça marche pas, je pouvais rien faire. Tout ça pour dire que moi, quand j'ai commencé à vouloir faire des vidéos, je devais avoir 13, 14, 15 ans. Comme tout le monde, j'allais sur jeuxvideo.com pour chercher des codes de GTA. Et là, il y avait les gaming live avec Franck, Rivaol et compagnie, qui étaient vraiment ces types qui étaient là avec leur micro-casque, comme on est maintenant, en train de faire des vidéos tests de jeux qui n'étaient pas encore sortis. Et je trouvais ça génial. Je trouvais génial de pouvoir donner un aperçu aux gens d'un jeu avant que les gens l'achètent. C'est vraiment de là que c'est né, où je me suis dit, ok, en fait, je devrais faire la même chose. Et puis, quelques semaines ou mois après, je posais une petite caméra 3 mégapixels sur une pile de DVD devant ma télé. Et là, c'est ma première vidéo sur Dailymotion qu'on trouve encore aujourd'hui, où j'ai pas encore mué. Là, c'est la totale. Là, j'ai 14-15 ans à tout péter. Tu vois, c'est là où j'ai un petit peu de peine à dire que j'ai peut-être été un des premiers à une certaine époque avec l'avènement de YouTube, machin, etc. Mais déjà, à cette époque-là, il y avait ces types de JV.com. Naito, ouais, yes, bien joué, ouais, carrément. Bibi. Ah, Bibi 300. Voilà, Bibi 300, Code QG, etc. Code QG, moi, c'est ceux qui m'ont lancé Code QG. Il fait, on a vu ton gameplay, on aimerait bien en publier un, ça te fera de la pub et tout. Et si tu veux, on peut te mettre dans notre subbox. Oh là, la subbox. La subbox. Mais c'est ça. Et là, je sais pas si on peut descendre, mais en gros, en bas, il y avait effectivement les subbox et il y avait un espace commentaire. Tu pouvais laisser des commentaires sur la chaîne YouTube. Quand tu t'abonnais, par exemple, on s'abonnait à la chaîne de Benoît, et Benoît avait rentré des chaînes qu'il aimait bien, et en fait, dès que tu cliquais pour t'abonner à Benoît, tu avais la possibilité de en gros, Benoît recommande aussi ces chaînes-là, qui fait que ça fait je me souviens de ça, maintenant que t'en parles, c'était insane. Et bah justement, Anil, comment t'as commencé YouTube et pourquoi t'as commencé YouTube? Moi, je jouais à Call of depuis longtemps. J'ai joué au tout premier Code 2, etc. Et en fait,
moi j'ai commencé à faire des vidéos parce que j'étais pas trop mauvais, je pensais au sniper. Ah, pour te la raconter. Non, je pensais que j'étais pas trop mauvais, etc. Bon, ça Et te en suffit fait- pas en fait, il faut en plus lui montrer que tu es fort. Non, ok, ça marche. J'ai commencé à faire des gameplays et tout parce qu'à la base je voulais juste les montrer à des potes. Genre en mode, bah voilà, je crois que je suis pas trop mauvais, donc j'ai monté une petite vidéo, j'ai fait du montage. Bah ça c'est ma première vidéo sur la chaîne Première vidéo, Wartech ouais. Gaming. C'est la fragment. Oh là là. Donc là, Non, ça c'est un commentaire. Ah, ok. Ça C'est Wartech Gaming ou c'est XBA Non, ça c'est la première. En fait, dans cette vidéo là, j'explique pourquoi j'ai fait c'est un scope. XBA 03. C'est code 4 quoi. Oh là là là. C'est quoi la map? C'est bootleg ou marée? Marée, on nous dit que c'est marée. C'est marré, ok. Pro cette map. Et en fait, j'ai posté cette vidéo sur YouTube parce que à l'époque, c'était le seul moyen de partager facilement une vidéo. Et en fait, j'ai fait ce montage-là, je l'ai envoyé à des potes via YouTube et je reviens genre peut-être 2 mois après et je vois que j'ai genre 200 abonnés, 10 000 vues sur la vidéo. 2009-2010, les gars, 10 000 vues, c'était le buzz. Ah, c'était le buzz. Ah oui, c'est 1 million de vues en 24 heures. Ouais, c'est ça, les gars, 10 000 vues, c'était le buzz. Du coup, je me mais qu'est-ce qui se passe? Du coup, je voyais des commentaires, les gens disaient que j'étais un sniper, que j'étais en Suisse, que j'avais fait des compètes, je sais pas quoi. Et en fait, voilà, j'ai démarré sur ça. Et après, Benoît a fait les premiers commentaires, on a commencé à voir ce que c'était. Et on a suivi le fil de faire des commentaires. Et puis j'ai commencé comme ça. Je pense que ça, c'est un truc que je veux dire dans cette soirée. Je pense que quand nous, on a commencé tous, je pense qu'on surtout on faisait tous ça parce que juste on était passionnés et on partageait tout ça pour le plaisir avant de gagner le moindre centime. À cette époque-là, on avait même pas conscience non, de non, l'utilisation. non, et que ça pouvait en devenir un Parce que les gars, à l'époque, il n'y avait pas NordVPN, les gars, à l'époque, avant de gagner, tu recevais un jeu par Gamoniac, déjà c'était incroyable. Waouh. Tu recevais un jeu comme ça, entre guillemets gratuit, et encore tu devais le renvoyer tout après. C'était voilà, comme aujourd'hui. Network, c'était Machinima. Oui, moi j'ai Machinima, il te prenait beaucoup quoi. À l'époque, les gars, faire des millions de vues c'était compliqué, donc effectivement, les fins de mois, c'était pas. Moi, avant de gagner 1 euro, il m'a fallu 3 ans et demi avant que je gagne vraiment 1 euro. Oui, non, mais bien sûr, mais je veux dire, à l'époque, que t'aies 500 000, 1 million d'abonnés, ta vidéo faisait 200, 300 000 vues, 400 000 vues, c'était une bonne vidéo, tu vois. Ouais, c'est délirant. Tu fais 400 000 vues, les gens sont en mode, ah, le bide, c'est pas ouf. Ouais, clairement. Et quand tu vois nos chaînes, c'est des anciennes chaînes qu'on a parce qu'elles sont vraiment vieilles, nos chaînes. J'ai une dizaine de vidéos au-delà d'1 million de vues, c'est délirant parce que toutes les vidéos ont 10 ans. Et la plus grosse, c'est celle avec Gotha, les 1v1 sniper avec les mains avec les moufles. 3 millions 2 la vidéo. À l'époque, tout le monde voulait qu'on fasse un contre 1 pour savoir qui était le meilleur parce que moi j'étais sniper, Gotha était joueur pro. Moi j'avais détourné le truc, je lui ai dit, bah écoute, viens, on fait un truc délirant, on fait un 1v1 avec des moufles ou avec les mains dans le dos, ou avec les joysticks inversés, mais juste histoire de faire ce truc de 1v1. Et c'est la vidéo la plus vue quoi. Et on me demande encore aujourd'hui, c'est ça. J'étais sous ma mezzanine là. Gotha dans sa mezzanine, et là tu vois, on joue qu'à une main. Et en fait, cette vidéo là, on me demande encore aujourd'hui, donc littéralement 12 ans après, de faire la même. Donc, je me rappelle, on avait fait le fameux truc où genre je mets la première partie sur ma chaîne, on en fait une autre après on met sur ta chaîne. Exactement. Ah là là, l'époque. Est-ce que vous avez en tête des noms de youtubeurs de notre époque qu'on n'entend plus quoi qui il y avait Tito76 Digidix. Alors Digidix, ça c'est le nom qui est le plus cité sur le chat. Et personne ne sait où est ce monsieur. Nous on a eu des contacts. Sérieux? Ouais, mais pas prêt. Non, bah je pense que je peux comprendre.